Mémoire d'éléphant. Présente. Les boucles de terre. Se dépêchant de finir d'enfiler sa robe de soirée, Saïda se dirige vers la grande armoire dans laquelle elle a rangé sa boîte à bijoux. Elle ne doit perdre de temps, car ce soir, tous les regards sont sur elle, qui marie sa première fille. Tout doit être impeccable. Aussi, elle choisit avec soin ses différents bijoux et surtout la paire de boucles d'oreilles qui ira avec sa robe. Elle passe en revue ses parures, colliers et boucles d'oreilles et se dit en elle-même qu'elle a quand même de la chance d'avoir maintenant tant de bijoux. Cette dernière pensée la replonge plus de 30 ans en arrière, dans les collines de l'Est algérien. Assise sur une pierre, près de la fontaine, attendant que sa robe sèche, Saïda se laisse aller à rêver. Elle voit les autres filles du village, ayant terminé de remplir leurs jarres, rentrer chez elles, et elle les envie avec leurs belles robes en coton. Elle est obligée d'attendre que la robe qu'elle vient de laver sèche avant de pouvoir, à son tour, redescendre au village. Et gare à elle si elle salissait ou abîmait son unique robe de rechange. Elle était donc là, contrainte d'attendre, mais en espérant que l'attente ne soit pas trop longue, car ses grandes sœurs l'avaient avertie qu'elles avaient besoin de l'eau avant l'heure de la préparation du dîner. Ses grandes sœurs, qui travaillaient comme des hommes au champ, à défaut de frères, pour se charger de tâches aussi rudes. C'était donc sur les épaules à peine âgées d'une 8aine d'années de Saïda que reposait la responsabilité d'alimenter en eau le foyer. Elle n'était pas mécontente d'elle, car, malgré son jeune âge, c'était déjà son 4e aller-retour entre la maison et la source pour remplir d'eau les jarres. Elle se dit qu'après tout, elle aussi, comme ses grandes sœurs, faisait un travail d'homme. De plus, elle avait observé ses cousines, et elle n'avait fait que 2 allers-retours. Et, au moment où elle se dit cela, elle les vit en contrebas de la colline, arrivant pour leur 3e tour. « Eh bien, j'arriverai avant vous pour mon 4e tour, » se dit-elle. Elle se dépêcha de replier sa robe, désormais bien sèche, prit ses 2 jarres, l'une sur la tête, l'autre accrochée dans le dos, et prit la route. Heureusement qu'elle partait maintenant, car l'heure de pointe s'annonçait. Elle voyait affluer les dames et demoiselles du village et des alentours, en direction de la source qui, à cette heure-ci, se transformait en lieu de rencontre et de papotage pour les femmes. De toute façon, ce genre de mondanité, ce n'était pas pour elle, et même ses grandes sœurs n'y accordaient que peu d'intérêt. Pourtant, ses cousines, qui étaient également ses voisines, semblaient friandes de ces réunions entre femmes, comme si c'était de leur âge, se dit-elle en haussant les épaules. Il faut dire que, depuis que cette guerre avait commencé, les moments et les lieux de rencontre se faisaient de plus en plus rares, à part les mariages. Et encore, parfois, elle entendait dire que certains se faisaient dans la clandestinité, car l'armée française interdisait même les mariages. La guerre. Qu'est-ce que Saïda pouvait savoir de la guerre? Qu'est-ce qu'elle pouvait en comprendre? Sinon qu'elle lui avait pris son père. Du moins, elle n'avait jamais connu son père, mort au retour d'une autre guerre, pour la France, des suites d'une maladie qu'il avait attrapée dans l'armée. C'est tout ce qu'elle savait de la guerre. Elle n'avait pas connu son père à cause d'elle. Et c'est parce qu'il n'y avait plus d'hommes pour subvenir à leurs besoins qu'elle, ses sœurs et leur mère étaient contraintes de se tuer à la tâche depuis leur plus jeune âge. Perdue dans ses pensées, Saïda se baissa brusquement, comme pour se mettre à l'abri, en entendant une nuée d'oiseaux prendre leur envol
dans un claquement d'ailes collectif, qu'elle prit pour un avion de chasse. Elle n'en avait jamais vu, des avions, mais elle en avait beaucoup entendu parler, notamment par les vieux du village, qui disaient que cela ressemblait à des claquements d'ailes quand ils mitraillaient les villages. Heureusement, elle n'avait pas fait tomber ses jarres, sinon elle aurait passé un sale quart d'heure en arrivant à la maison. Car sa mère, qui faisait de son mieux pour élever seule ses filles, lui faisait parfois payer cher la moindre étourderie. Harassée par cette vie de labeur sans soutien, la maman de Saïda pouvait parfois avoir le geste et le verbe rude, même envers sa petite dernière, à qui elle témoignait pourtant, dès qu'elle le pouvait, des preuves d'affection. Mais elle devait rappeler à ses filles que par les temps difficiles qu'elles traversaient, chacune devait prendre sa part de responsabilité. Et Saïda prenait la sienne. Il lui était rarement permis de se laisser aller à des amusements de petite fille auxquels pouvaient s'adonner allègrement les autres de son âge, comme ses voisines. Tiens, encore elle qu'elle voyait passer devant, et qui finirait par arriver les premières à la maison, puisqu'elles avaient croisé leur père sur le chemin, il les ramenait à bord de la charrette chargée de foin. De retour de la ville, où il avait échangé ou vendu les produits de sa ferme contre d'autres denrées, et où il avait pris du fourrage pour ses bêtes, comme il le faisait plusieurs fois par semaine. Au bout de près d'1 heure de marche, voilà Saïda arrivée à domicile. Enfin, ce domicile où, depuis la mort de son père, son oncle avait laissé sa mère et ses sœurs s'installer, en échange de leur force de travail. Car, en fait, ses voisines étaient en réalité ses cousines, chez qui elle vivait avec sa mère et ses sœurs. Et c'est d'ailleurs cette famille proche qui leur assurait la subsistance en leur confiant des tâches ménagères, mais aussi des travaux de ferme, dont se chargeaient ses grandes sœurs. Son oncle, qui par ailleurs était un homme très gentil, avait eu la grandeur d'âme de les accueillir chez lui. Les repas se faisaient collectivement dans le houch, une grande cour intérieure au cœur des maisons. Enfin, chacun avait son coin dans le houch. Saïda et ses sœurs avec leur mère avaient le leur, les cousins le leur, et même le frère cadet avec sa femme et ses enfants disposait de son recoin. Lors des repas, on comptait facilement une trentaine de personnes rassemblées dans le houch, mais chacun mangeait de son côté, sous la lueur des bougies. La maman de Saïda se plaçait souvent de dos, face à ses filles, un peu pour masquer à leurs yeux le repas des autres habitants de la propriété, parce qu'elle avait rarement de la viande ou d'autres mets à offrir à ses enfants, et elle ne voulait pas qu'elles se rendent compte à quel point elles étaient défavorisées. L'oncle de Saïda essayait pourtant, chaque fois qu'il le pouvait, de partager ses plats et ses fruits avec elle. Mais la mère de Saïda n'appréciait pas ce qu'elle assimilait à de l'aumône, de la pitié. Elle préférait ne consommer que le fruit de son propre travail, sans rien devoir à personne. Soir après soir, ce rituel se répétait. Après une longue journée de labeur pour la maman de Saïda et ses filles, où Saïda pouvait aussi être fière de ses allers-retours à la fontaine, ayant alimenté en eau toute l'assemblée, tout le monde se rassemblait autour de son repas. Ce soir-là, il y avait une effervescence particulière. Tout le monde était prêt pour le dîner, mais oncle Hassan n'était pas encore revenu du marché. C'était inhabituel qu'à cette heure-ci, il ne soit pas rentré. Et, en cette période de guerre, on pouvait aisément comprendre les tensions que ce retard suscitait. Heureusement, la tension finit par retomber quand on entendit la charrette d'oncle Hassan se rapprocher. Ses filles, du même âge que Saïda, étaient prêtes à accourir pour l'accueillir dans un élan de joie.
mais on les stoppa, n'autorisant que les plus grands à y aller pour aider à décharger les marchandises rapportées de la journée. Oncle Hassan était aussi pressé que ses filles de les retrouver, et dès qu'il apparut dans le houch, ces dernières ne purent résister plus longtemps. Elles accoururent pour lui sauter au cou. Les autres enfants du houch, dont Saïda, se rassemblèrent spontanément autour de la scène, observant leur cousine embrasser leur père et recevoir en retour baisers et cadeaux. Tellement enthousiasmé par ces retrouvailles, tonton Hassan ne se rendit pas compte du spectacle qu'il offrait en déballant ses présents, qu'il distribuait habituellement en privé à ses enfants. Et il sortit alors le clou du spectacle, une paire de boucles d'oreilles pour chacune de ses filles. À ce moment-là, ce fut trop pour Saïda, qui se tourna innocemment vers sa maman et s'approcha d'elle, restée à l'écart du spectacle. Elle demanda « Et moi? Mes boucles d'oreilles? Elles sont où ?» Gênée par la situation, la maman de Saïda feignit de ne pas l'entendre et continua à débarrasser la table. Pensant qu'elle n'avait pas entendu, Saïda s'approcha davantage, attrapa un pan de sa robe et répéta la question « Et moi? Elles sont où, mes boucles d'oreilles, à moi ?» Elle n'eut pas le temps de finir que sa mère l'interrompit d'un geste brusque. « Toi, va te frotter les oreilles contre les buissons là-bas, et la terre qu'il te restera, ce sera tes boucles de terre. Ou alors, va sur la tombe de ton père pour faire tes réclamations. » Un instant pétrifié par la rudesse de la réponse, Saïda éclata en sanglots et se jeta au sol en hurlant « Mes boucles d'oreilles !» Toute l'assemblée, gênée par la scène, se dispersa, à commencer par oncle Hassan, qui finit par rassembler ses affaires, prit ses enfants et les emmena dans leur chambre avec tous leurs cadeaux. Pendant ce temps, les sœurs de Saïda tentèrent de la consoler, tandis que leur mère, tout aussi meurtrie, disparaissait dans les cuisines pour terminer ses tâches. C'est en se remémorant ce souvenir encore brûlant que Saïda, maintenant adulte, revient à la chambre dans laquelle elle se trouve, face à sa boîte à bijoux grande ouverte. Elle se rend compte qu'elle presse frénétiquement dans sa main la paire de boucles d'oreilles en or qu'elle vient de sélectionner. Elle essuie les quelques larmes qui coulent et, entendant que quelqu'un arrive derrière elle, se dit « Elles iront mieux à ma fille ». Elle referme son coffre et descend rejoindre ses invités pour la grande fête qui les attend. C'était ma mère.